On se retrouve pour ma palle du mois de la fantasy. Je suis hyper excitée, j'adore ce challenge. Donc bah voilà, je la filme dans la foulée. C'est parti, on y va. Comme toujours pour toutes les informations, je vous invite à aller voir la vidéo de Steph de la chaîne Pikitty, puisque elle explique tout. Il y a des choses qui ont été faites que vous pouvez acheter en rapport avec le challenge, notamment un puzzle absolument magnifique. Donc je vous remets sa vidéo en barre d'infos pour aller la voir si jamais vous ne connaissez pas Steph. J'en doute, mais ça se peut, hein, après tout. Et moi je vais juste vous donner ma palle. Et voilà, c'est parti. Donc, comme je suis hyper motivée, j'ai mis 2 livres par sous-catégorie. Comme ça, je me dis que j'ai le choix et que je validerai bien à chaque fois un des deux. D'autant que j'ai pas pris grand risque. J'ai mis des livres aussi qui faisaient partie de ma palle du printemps, qui font partie de futures lectures communes. Bref, je vais vous détailler tout ça. La première catégorie, c'est la sorcière Griselda. Et la première sous-catégorie, c'est sorcière, sorcellerie et ésotérisme. Et sans grande surprise ni grande originalité, j'ai envie et je souhaiterais vraiment lire le premier tome de l'intégrale de Terre-Mère, qui est donc le sorcier de Terre-Mère. Voilà, je pense que je n'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi, parce que tout est dans le titre. Le sorcier de Terre-Mère, c'est ça, sur tout le bouquin. Donc vous voyez, c'est faisable, ça fait 250 pages, franchement c'est largement faisable. J'ai vu récemment des très chouettes retours sur cette nouvelle, c'est pas une nouvelle, sur cette novella, sur cette espèce de premier volume qui était très positif, qui m'en donnait très envie, et je me dis que il serait peut-être temps que je le sorte, parce que ça fait un bout de temps que j'ai cette intégrale dans ma palle. C'est un beau pavé, donc si je pouvais l'attaquer tranquillement avec ce premier volume, j'en serais absolument ravie. Deuxième livre que j'ai choisi de caser ici, c'est La Voix des oracles d'Estelle Faye. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que je pense qu'il y a un côté peut-être autour de l'ésotérisme. Je n'en suis pas certaine, mais je pense que ça peut fonctionner, puisqu'a priori, on suit une jeune femme qui est oracle, donc quand même ça doit pouvoir fonctionner, ça doit pouvoir rentrer, ça fait partie de mes reliques, il est plus que temps que je le sorte. J'avais vu pareil un très chouette retour de Lorraine des mots de l'imaginaire qui a lu la trilogie, qui avait trouvé ça sympa, donc ça me rend très curieuse. En plus on se situe dans un contexte de Gaule antique, ce qui est quand même assez original, je pense qu'on peut dire, et la plume d'Estelle Faye est une plume que j'apprécie, même si je n'ai pas aimé tout ce que j'ai lu d'elle. Je me dis que là, vu que le contexte de base me plaît, vu que j'aime bien sa plume, ça peut être une belle découverte, et puis il est temps que ça sorte de ma palle, il est temps que je le lise et que je vous en reparle. La deuxième sous-catégorie, c'est foire itinérante, avec pour mots-clés bonne aventure, tarot, créature, clan, 3 petits points. Donc moi j'ai choisi de caser un service de presse que j'ai depuis un certain temps et que j'ai très envie de lire, mais que je n'ai pas encore pris le temps de lire. C'est Zona Zero, parce que je pense qu'il y a des créatures dedans. Je pense qu'il y a quelque chose comme genre un peu des zombies. C'est peut-être pas tout à fait de la fantaisie, mais si on part du principe qu'il y a des créatures imaginaires, on peut dire que c'est du fantastique, et auquel cas ça fonctionne, ça fonctionne. Je pense que ça peut fonctionner en forçant avec un pied de biche, ça passe. De toute façon, j'ai bien l'intention de le lire parce que c'est un livre qui me fait toujours autant envie. C'est publié aux Forges de Vulcain, c'est écrit par Gilberto Villarroel et la traduction est de Carole Fillère. Donc voilà, ça me fait très envie. Je pense qu'il y a un côté politique très engagé qui peut être vraiment passionnant. Donc pour le résumer très rapidement, il y a un tremblement de terre qui déclenche une épidémie d'origine inconnue et qui va transformer Santiago en paysage apocalyptique. On va suivre un journaliste qui s'appelle Gabriel qui apprend que sa femme est enceinte, mais la capitale est assiégée par des troupes étrangères qui vont interdire l'accès à la Zona Zero. Et donc a priori, les habitants sont transformés en créatures meurtrières et destructrices, donc un peu des zombies. Je pense que ça peut passer. On est d'accord, c'est de la triche, mais ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc voilà, on nous dit surtout en dessous, allégorie crépusculaire d'un pays qui n'a de la démocratie que le masque, d'une nation qui n'a pas exorcisé les démons de la dictature qui l'a asservi. Zona Zero est un roman fantastique et politique. Ah ben voilà, fantastique, donc ça passe. Un miroir tendu à notre monde vacillant. En tout cas, j'ai vu des chouettes retours sur ce bouquin, je n'ai pas vu des masses, mais après, voilà, c'est un peu toujours le cas avec des livres qui sont pas hyper hypés, comme tous ceux qu'on peut voir dans
Voilà, t'as plein de vidéos et plein de contenus de manière générale, mais moi ça me tente à fond, ça me dit vraiment. Deuxième livre que je voudrais caser ici, c'est La 8e fille de Terry Pratchett, que j'ai acheté d'occasion assez récemment quand j'étais en transit sur Paris avec Emeline. On est passé à Book Off, il y était pour 8 € je crois, donc c'était plutôt intéressant. Bref, pourquoi je l'ai mis ici? Parce que en général, dans Terry Pratchett, il y a des créatures, on a aussi le côté bonne aventure dans le sens de destin, dans le sens de voilà, il y a toujours un petit peu ce truc-là, donc je me dis que, encore une fois, ça peut passer. La 8e fille, c'est le 3e tome des Annales du Disque Monde, c'est un nouvel arc narratif, puisque là, on va suivre les sorcières, donc voilà, moi j'ai les éditions de chez La Talente que j'aime particulièrement pour leur côté très vintage. En plus, cette couverture-ci, pour une fois, et contrairement aux autres, ne contient pas de femmes dénudées avec une poitrine qui défie les lois de la gravité, donc c'est plutôt chouette. Et donc, pour le résumé, on nous dit « Sentant venir sa mort prochaine, le mage Tambourbillette organise le legs de ses pouvoirs, de son bourdon, de son fonds de commerce. Nous sommes sur le disque monde. Vous y êtes? Nous y sommes. La succession s'y opère, de 8e fils en 8e fils. Logique. Ainsi procède le mage, puis il meurt. Or, il apparaît que le 8e fils en cause est une fille. Stupeur, désarroi, confusion. Jamais on n'a vu pareille incongruité. Trop tard, la transmission s'est accomplie au profit de la petite Escarina. Elle entame son apprentissage sous la houlette rétive de la sorcière Mémé Cire du Temps. Voilà, vous l'aurez compris, rien qu'avec le résumé, il y a un côté très décalé, très drôle, que moi j'aime beaucoup. Je sais que les 2 premiers volumes ne plaisent pas à tout le monde, ils sont particuliers, un peu complexes parce que l'auteur installe beaucoup de choses par rapport à l'univers, c'est assez décalé, c'est vraiment très particulier, mais c'est de la fantaisie parodique, et moi j'adore ça, je trouve ça vraiment très drôle, c'est vraiment le genre de livre, et il n'y en a pas beaucoup qui me font vraiment rire. C'est traduit par Patrick Couton, comme tous les Terry Pratchett, traducteur de très grande qualité des dires de Terry Pratchett lui-même, donc voilà, j'ai très très envie de continuer cette saga, puisqu'il y a, je crois, 41 ou 42 tomes, j'en ai lu 2, voilà, j'en ai pour toute une vie, mais j'aimerais bien lire celui-ci, ça devrait le faire. Nous allons passer à la 3e sous-catégorie qui s'intitule Chasse aux sorcières. Ici, il faut lire de la dark fantasy, des enquêtes, des meurtres, de l'anti-magie, tout ça. Et j'avais une lecture toute trouvée, je me suis pas foulée, vous allez le voir. C'est le tome 1 de la Guilde des Ombres, donc la première moitié du tome 1, puisque je crois que tous les tomes sont divisés en 2, si j'ai bien compris. d'Anatrice, qui est donc le don de mort, qui est l'explora-livre du mois de mai. Tout colle parfaitement, c'est génial. Et donc ici, on va suivre la Guilde des Ombres qui règne sur les rues misérables de Clepsydre, la cité des vices. Ces assassins elfides sont le bras armé de la déesse de la mort depuis 5 siècles. En plus de leurs lames affûtées, leurs dons surnaturels font d'eux des tueurs exceptionnels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine, Panama, est pressentie pour devenir une ombre. Je sais que ce livre fait beaucoup débat, je sais qu'il y a des choses problématiques dedans, mais j'ai également eu des retours, notamment celui de Kim qui disait que ces choses étaient dénoncées par l'autrice, que ça n'était pas romantisé. Et même si je comprends que ça dérange, et voilà, je ne suis pas contre lire des choses problématiques du moment que c'est dénoncé, parce qu'il est important de représenter aussi des choses problématiques pour les dénoncer. Donc je vais me faire mon avis sur ce livre, je vous en reparlerai, dans tous les cas c'est l'Explora livre. Je vous remets le lien du Discord en barre d'infos si jamais vous voulez nous rejoindre pour la lecture de ce livre-ci, ou pour la lecture du livre en anglais qui sera donc Mexican Gothic. Et voilà, donc je n'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que tous les mots-clés m'attirent. Assassin, guilde, meurtre, mercenaires, magie, tout ça c'est des choses qui m'attirent vraiment. Donc j'ai très hâte de le lire, mais c'est un énorme pavé puisqu'il fait 830 pages et que c'est quand même assez dense. Mais écoutez, on va tenter, on en reparle très bientôt. Deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est le tome 2 de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Si vous me suivez, vous savez que j'ai lu récemment le premier volume que j'ai adoré. Et pourquoi je l'ai mis ici? Puisque dans le tome 1, on avait pas mal de meurtres et une enquête. Et je me dis que ça sera sûrement le cas, en toute logique, dans la suite. Donc ça peut très bien fonctionner. On n'est pas du tout sur de la dark fantasy, on est sur de la fantasy young adult qui fonctionne très bien, qui est intelligente, qui est vive. J'ai adoré le premier volume. La fin du tome 1 laissait présager des choses qui me réjouissent pour la suite. Donc j'espère bien que je vais réussir à le sortir en mai. Nous allons maintenant passer à la deuxième catégorie qui s'intitule La Fée Lait. Et la première sous-catégorie, c'est se sentir pousser des ailes, où il faut sortir une relique. J'ai encore une fois mis 2 reliques dans cette sous-catégorie.
La première fait partie de ma palle du printemps et vous n'en serez donc pas surpris si vous avez vu cette palle que je vous remets au cas où en barre d'infos. C'est Les habitants du mirage d'Abraham Merritt, illustré par Virgile Finlay, publié chez Calidor, qui est un cadeau de mon frère de toute beauté, absolument magnifique. Et donc j'ai du mal à retenir le résumé de ce livre, mais en gros on suit un personnage masculin qui va aller au pays de l'ombre et rencontrer une jeune femme et une sorcière, digne héritière des Valkyries nordiques, et qui vont reconnaître en lui l'incarnation d'un roi du temps de jadis, le terrible Dwayanu, sauf que, a priori, celui-ci va surgir des ombres de son inconscient et s'emparer de l'esprit de l'elfe. Il va pourtant falloir faire face, car la guerre fait rage à présent, mais comment sauver Evali et son peuple alors qu'il est lui-même habité par leur plus grand ennemi, et qu'il vient d'invoquer l'insatiable Kalkrou. Difficile à dire. Donc, a priori, c'est l'une des inspirations de Lovecraft. On y retrouve certains mots-clés. C'est très très beau, c'est le travail de chez Calidor, donc c'est toujours de très grande qualité. Je suis vraiment très curieuse de le lire. Encore une fois, c'est un cadeau que m'a fait mon frère, donc j'aimerais bien le sortir. Il fait partie de ma palle du printemps. Aucune raison qu'il y reste plus longtemps, d'autant que c'est pas comme s'il ne me faisait pas envie. Il me fait peut-être un peu peur, mais en tout cas, il me fait très envie. Deuxième relique que j'aimerais sortir, c'est Pandore de Suzanne Stokes Chapman, qui est donc l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Pandora, qui vit avec son oncle à Londres en 1799, et a priori son oncle est un être vénal et sans scrupules qui s'approprie le prestigieux magasin d'antiquités de son défunt frère, donc le père de Pandora, jusqu'au jour où un vase antique va arriver. Et bon bah voilà, Pandore, je pense que j'ai pas forcément besoin de développer le propos, vous aurez compris un petit peu l'idée. C'est un cadeau que m'avait fait Pénélope dans notre premier swap, si je ne me trompe pas. Il est vraiment temps qu'il sorte de ma palle. C'est vraiment, encore une fois, je pense quelque chose qui peut se dire vraiment très bien parce que c'est assez aéré, assez espacé. La police d'écriture n'est pas si petite, ça fait 350 pages, ça me rend vraiment très curieuse, ça a l'air très chouette, donc j'aimerais bien le sortir de ma palle, et la couverture est toute beauté. Je vous ai pas dit, c'est publié chez Michel Lafon du coup, voilà, donc j'espère que je vais réussir à le sortir. Deuxième sous-catégorie, c'est poudre magique. Ici, il faut lire un livre court ou le livre qui nous fait le plus envie dans notre palle. Je ne savais pas quel livre court mettre, j'en mettrai très sûrement, très honnêtement. Mais j'ai choisi de mettre deux livres qui me font extrêmement envie à l'heure actuelle et dont je voudrais vous parler, que j'aimerais lire. Il y a un service de presse et un cadeau. Le service de presse, c'est Quand vient la horde d'Aurélie Luong, publié ici chez Folio Fantasy en poche, que j'ai reçu donc de la part de Gallimard, de Folio. C'est de la dark fantasy où on va suivre Ivan, qui est un orphelin du Daesan. Il est idéaliste et il rêve de réussir le concours public pour devenir magistrat et changer les lois. On nous dit, comme tout le monde, il a entendu parler de la Horde Blanche, groupe de mercenaires sanguinaires aux ordres d'une guerrière dépeinte comme une démon aux yeux rouges, crainte autant que méprisée. Ce qu'Ivan ne sait pas, c'est que la Horde en a après lui. Arraché à son univers, pris dans une quête de vengeance qui le dépasse, il devra remettre en question tout ce qu'il croit savoir et transgresser ses serments les plus précieux, quitte à en payer le prix. Voilà. Et on a en dessous une petite citation de Jaworski qui dit « Non seulement je l'ai lu, mais j'y revenais chaque fois avec plaisir. La narration tient le lecteur en haleine, le style est efficace et tenu, les personnages sont consistants et parlent vrai, y compris quand ils mentent. » Écoutez, franchement, ça me fait hyper envie. Alors, Clara, donc, qui est la community manager, je pense, qui s'occupe des services de presse, etc., de chez Folio, me disait que c'était assez violent. Moi, ça me fait pas forcément peur en soi, parce que je lis des choses qui sont... Enfin, ça dépend en fait, ça peut dépendre. On va voir. Je suis très curieuse en tout cas. Moi, ça m'inspire pas mal. Dark Fantasy. Je ne connaissais pas du tout ce titre. Je suis tellement contente d'avoir eu la chance de le recevoir et de le découvrir parce que il était passé sous mon radar. Je ne sais plus dans quelle maison d'édition il a été publié à l'origine. Screenéo, donc chez Screenéo. Bref, petite parenthèse fermée. Vraiment, celui-ci me fait extrêmement envie. Deuxième livre qui me fait très envie, c'est L'épouse de bois de Terry Windling, qui est un cadeau que m'a fait mon amoureux. Je l'ai eu à la librairie. Il restait un exemplaire d'une précédente édition, puisque si vous ne le savez pas, il va être réédité fin mai, donc au Mouton Électrique toujours. Et si jamais ce titre vous intéresse, restez connectés parce que quelque chose se prépare. Soit, parenthèse refermée encore une fois, ici on est avec Maggie Black qui est écrivaine, autrice et qui va apprendre que l'un de ses plus anciens correspondants, David Cooper, qui est lui-même écrivain, vient de mourir et lui laisse tous ses biens. Donc elle va aller s'installer dans l'ancienne maison de Cooper dans l'Arizona
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va commencer à se poser des questions, c'est-à-dire pourquoi Cooper est-il mort noyé dans un lit de rivière asséché? Pourquoi des coyotes rôdent-ils autour de sa maison? Qui est l'étrange fille lapin qui s'abrite sous les grands cactus? Donc on est sur, je pense, du réalisme magique. Ça a l'air d'être vraiment ce que j'aime en fait. Très mystérieux, particulier, avec ce côté très solitude, cette magie un peu fantastique, difficile à percevoir, je pense en tout cas. Je sais que ça a été un gros succès pour plein de gens. Je vais le lire très bientôt, de manière à pouvoir vous en reparler avant sa sortie. Troisième sous-catégorie, c'est Fairy Tales, avec pour mots-clés contes, royauté, château et princesse. J'ai choisi 2 ouvrages ici. Le premier, c'est L'héritage du rail de Morganov Glencoe. Pourquoi? Parce que concrètement, on suit une princesse. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, on va suivre Yumi, qui est Yuri, qui est l'héritière de l'empereur du Japon, je crois, et qui a vécu pas mal de choses dans le tome 1, puisque son père lui annonce qu'elle va devoir épouser le dauphin de France. On est dans une espèce de France un petit peu steampunk, et elle n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Plein de choses vont se passer, c'est la suite, donc je ne vais pas développer le propos, mais ça me fait très envie. J'avais beaucoup aimé le tome 1, qui pour moi était très réussi, très intelligent, très intéressant. Donc j'ai hâte de lire la suite. Je l'ai acheté il y a un certain temps maintenant. Il est vraiment temps qu'il sorte, d'autant que ce livre-ci, encore une fois, est dans ma palle du printemps. Tout correspond, tout fonctionne, il faut que je le lise. Deuxième livre que j'ai casé dans cette sous-catégorie, c'est un service de presse et c'est Titus d'enfer de Mervyn Peake. Donc le tome 1 qui s'appelle... Ah non, c'est pas le tome 1. La saga s'appelle Le cycle de Gormenghast et le tome 1 c'est Titus d'enfer. C'est un service de presse que j'ai reçu de la part de Christian Bourgois qui est sorti en janvier je crois et qui est vraiment très prometteur. Je l'ai mis ici pour le côté château, je pense. De toute façon, c'est ce que laisse présager la couverture, mais il me semble que c'est exactement le lieu dans lequel on va être, en tout cas. Et en plus, je pense qu'il y a une histoire d'héritier, etc. Je vais vous relire le résumé parce que c'est un livre qui est, je pense, un peu dur à résumer. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Lorraine des mots de l'imaginaire qui a beaucoup aimé et qui m'a vraiment donné envie. Donc je vous dis de quoi ça parle. Dans le labyrinthe des couloirs endormis de Gormenghast, les cris d'un nouveau-né viennent briser la monotonie dans laquelle le château, mot-clé, et ses habitants se complaisent depuis des années. Cet héritier que plus personne n'attendait réveille l'immense demeure jusqu'alors plongée dans une imperturbable langueur. Des salons en cuisine, des tourelles aux bibliothèques, des cours aux toits escarpés, toute la maisonnée s'anime pour accueillir le futur 77e comte de Gormenghast, Titus d'enfer. Mais quel est cet héritage auquel le jeune Titus est promis? Quel secret cache les recoins de Gormenghast? Quel est le sens des nombreux rituels et cérémonies qui rythment la vie du château? Mais encore, pourquoi rien ou si peu ne semble exister au-delà de ces murailles hautes comme des falaises? Voilà, c'est hyper prometteur. Moi, vraiment, ça me vend du rêve, hein, je vous le dis. Ça fait 400 pages, c'est des très belles éditions Christian Bourgois. Encore une fois, que j'aime beaucoup pour leur travail éditorial parce que c'est confortable. Le bouquin pèse 1 tonne par contre, hein, on dirait pas, il a pas l'air très gros, mais il est hyper lourd. Mais vraiment, il y a un très beau travail éditorial, je trouve, de manière générale, avec... Christian Bourgois, c'est eux qui ont réédité notamment plein de très jolies collections du Seigneur des Anneaux. Donc très très hâte de lire ça, j'aimerais bien qu'il passe en mai. La troisième catégorie s'intitule L'elfe Stephawen et la première sous-catégorie c'est Speed Dating avec pour mot-clé amour, romance qu'on peut décliner à l'infini. J'ai choisi de caser ici La balade funèbre de Hart et Merci de Megan Bannon, publié chez Milady. Milady qui de mémoire est le truc romance de chez Brajlon, je crois. Je pense vraiment qu'on est dans de la fantasy fantastique, j'en suis plus sûre, mais je crois que ça fonctionne. Je vais vous relire le résumé et comme ça on va voir ensemble si je ne me suis pas trompée. Hart est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. Bon bah voilà, c'est bon, ça fonctionne. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Merci, elle, n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres au mépris d'abrutis comme Hart, qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Merci, Hart écrit sur un coup de tête une lettre à son véritable destinataire. À sa grande surprise, il reçoit une réponse. Une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime. Bref, je ne vais pas rentrer plus dans la lecture du résumé.
Il est très très beau, moi je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup ce côté très flashy, ça me plaît, alors je prendrai pas que ça, mais à petite dose ça me plaît plutôt pas mal. C'est a priori une romance, écoutez, je pense qu'on est tout à fait dans le thème, mais au-delà du côté romance qui est pas forcément un genre que j'adore, vous le savez, on a apparemment, d'après ce que j'ai compris, un côté très décalé dans l'écriture, dans les personnages, dans l'histoire, qui me tentait vraiment beaucoup, plus encore que la romance. Donc je vais découvrir ça avec grand plaisir, je vous en reparle très bientôt puisque lui vraiment, pour le coup, je ne pense pas qu'il va traîner trop longtemps. Et enfin, deuxième livre que j'ai mis aussi pour le côté romance, puisque c'était le cas dans le premier volume, c'est Night Bane d'Alex Astor, qui est sublimissime. Voilà, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes goûts en matière de bouquins, mais vraiment, je le redis encore une fois, je pense que ce livre, quand bien même je n'aurais pas aimé le contenu du premier volume, non seulement je l'aurais gardé, mais j'aurais quand même acheté le deuxième. Je les trouve d'une beauté, pour moi vraiment, c'est très très beau. Et on est donc sur une traduction française de Sarah Dali, voilà, comme ça vous savez, je vous ai pas dit à chaque fois, c'est pas bien, j'en suis désolée, je vais essayer de le remettre en barre d'infos. Toujours est-il que j'avais beaucoup aimé le premier volume, on suivait cette jeune fille qui se retrouvait embarquée dans cette espèce de cérémonie qui arrive tous les 100 ans, où on a 6 peuples qui ont tous une espèce de malédiction, et pour briser les malédictions des 6 peuples, il faut que l'un d'entre eux meure, et il y avait évidemment tout un côté à la fois enquête, tout un côté trahison, mystère, etc., et tout un côté romance aussi, mais qui n'était pas trop dérangeant, qui était plutôt bien fait, et avec un jeu sur les tropes très classiques de fantasy young adult, où tout se retournait, et j'avais trouvé ça très chouette. C'est pas un coup de cœur absolu, mais j'avais beaucoup aimé, et donc j'ai le deuxième livre, le deuxième tome à lire, qui fait partie de mes futurs LC avec Pénélope notamment, et voilà, donc je le mets là, parce que j'espère bien qu'on va le lire ensemble en mai. Deuxième sous-catégorie, c'est Elfe contre Fae, avec pour mots-clés guerre, complot, trahison. Vous allez voir que j'ai mis des livres tout trouvés, je pense que j'aurais même pas besoin d'essayer de me justifier, puisque j'ai mis Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais de J. Christophe, qui est un très beau bébé, qui va parler a priori de complot, hein, puisque je crois qu'il y a, voilà c'est ça, une histoire de rébellion qui a échoué, une histoire de vengeance, donc écoutez, voilà, apprenti, groupe d'assassins, etc. Je vais pas chercher plus loin, j'ai pas envie de lire le résumé parce que j'ai pas envie, mais j'ai très envie de le découvrir en revanche, et j'aime beaucoup l'ancienne édition de Nevernight, j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma palle, j'aimerais bien les lire assez rapidement, en tout cas au moins le 1, puisqu'il fait partie aussi, si je dis pas de bêtises, de ma palle du printemps. J'ai pioché le 2, je crois, pour ma palle du printemps. Mais soit, du coup, ça serait bien de lire à minima le 1, et j'aimerais bien qu'il y passe bientôt. Ça fait 750 pages, en fait, ça a l'air énorme, mais ça va, c'est comme... Enfin, je pense que ça peut le faire. Honnêtement, je suis plutôt optimiste, je pense vraiment que ça peut très bien passer. Je n'ai rien d'autre à dire sur ça. Je ne vais pas représenter Nevernight. Je pense que tout le monde connaît au moins de nom. C'est de la, je pense, dark fantasy avec ce côté complot, ce côté meurtre, vengeance et compagnie. Donc, on en reparle, je l'espère, pour le bilan de cette vidéo. Deuxième livre que j'aimerais lire et qui lui pour le coup sera très sûrement lu puisque c'est un service de presse qui n'est pas un pavé, c'est Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro qui va s'attacher à suivre la compagnie du chariot qu'on avait déjà suivi dans... Oh j'ai un trou de mémoire. Dans les autres ouvrages de l'auteur. Soit, j'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'écriture de Jean-Laurent Del Socorro, donc j'ai demandé en service de presse à recevoir Peine de mots perdus qui est sorti le 1er mars. Je l'ai demandé récemment en espérant qu'il leur en reste, il leur en restait, donc j'aimerais bien le lire et vous en reparler. Donc, la compagnie du chariot, c'est une compagnie de mercenaires dirigée par une femme. Et j'avais adoré ce personnage dans l'autre livre, dont évidemment le nom ne me revient pas présentement. J'avais adoré ce personnage, j'avais adoré le contexte historique de la France de la fin du XVIe, avec Henri IV, les histoires de guerre, de religion. J'avais adoré la magie qui était assez sombre, etc. Enfin bref. Pour moi, ça fonctionne très bien pour le côté guerre, puisqu'on est en pleine guerre de religion. Pour le côté trahison aussi, on suit des mercenaires, donc des complots. Je pense que tous les mots-clés sont validés avec ce livre. Mais on le saura quand je le lirai, quand je vous en reparlerai. La troisième sous-catégorie s'intitule « Quête, commencer ou continuer une saga ». J'ai mis un premier tome, j'ai mis un deuxième tome de duologie, il y a un équilibre qui se fait quelque part. Donc j'ai mis Éclat miroitant d'Alix I. Haro, qui est le deuxième tome de la duologie, dont je ne sais plus le nom, mais qui est de la réécriture de contes. J'avais adoré le premier. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, mais je pense qu'il a été peut-être mal vendu.
mal marketé et donc pas forcément lu par le bon public parce que c'est un livre qui regorge de sororité, de féminisme, de cet esprit que j'adore. Et j'ai très hâte de lire ce deuxième volume que Pénélope m'a offert à l'occasion du swap où malheureusement j'ai eu un gros problème de fichier qui n'a jamais pu sortir et j'ai jamais eu le temps de retravailler ça parce que ça demande un boulot incroyable. Bref, j'ai hâte de vous en reparler. Le deuxième livre que j'ai choisi de mettre, c'est un service de presse qu'il faut absolument que je sorte puisqu'il est sorti en mars, je crois, ou en avril, je ne sais plus, mais bref, vous allez voir. C'est La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett, c'est un tome 1 de trilogie peut-être, je ne sais plus. Il paraît que c'est génial, j'ai hâte de le lire, mais je n'ai pas encore eu le temps de le sortir parce que plein de choses sont passées avant, mais j'ai très envie de le lire, donc voilà, je remercie encore une fois Albin Michel de me l'avoir envoyé. On en reparle en mai parce que lui vraiment il faut qu'il sorte vu que je l'ai depuis plus de... Combien de temps ça fait? Je pense que ça va faire 2 mois bientôt, donc vraiment il faut qu'il sorte. Mais on en reparle. Dans tous les cas, la couverture est de toute beauté. C'est Luc Doliguez qui a illustré cet ouvrage et c'est absolument magnifique. La dernière catégorie s'intitule La Silène avec comme première sous-catégorie mythologie, réécriture, inspiration. Encore une fois, pas de grande surprise, vous allez le voir, puisque j'ai choisi de lire Ariane de Jennifer Saint. D'ailleurs, je crois que le prochain volume de Jennifer Saint sort bientôt chez Sabran. C'est Electre, qui me fait très envie, mais alors le prix, c'est pas possible. C'est déjà celui-ci était à presque 27 €, il n'est pas gros du tout. Le prochain, il est à 2 € plus cher, je crois, 1 ou 2 € plus cher. Ça n'est pas possible. Donc je me le prendrai peut-être en numérique parce qu'il ne faut pas déconner, mais soit. Je ne vais pas forcément vous présenter plus que ça ce livre. C'est l'histoire du mythe d'Ariane, la réécriture en tout cas du mythe d'Ariane. Donc cette jeune femme qui vit en Crète, qui est la sœur du Minotaure et qui va aider a priori Thésée à s'échapper du labyrinthe, qui va être trahi par lui. On est dans ce genre de réécriture évidemment féministe, engagée, avec un point de vue un peu différent. Je suis très curieuse de le découvrir. Je vais voir si j'aime vraiment beaucoup, si je lis Electre. Si c'était bof, bah, je ne chercherai même pas à le lire parce que voilà. Mais je suis très curieuse de le lire, donc on en reparle bientôt. Normalement, je dois le lire avec Pénélope et peut-être d'autres personnes, mais j'ai oublié, je suis désolée si c'est le cas. N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez faire des lectures communes, à vous manifester et surtout à nous rejoindre sur le Discord Partner in Books où on fait plein de LC, où vous pouvez organiser vos propres lectures communes si vous le souhaitez. Bref, je vous laisserai aller voir, mais je pense que celui-ci, on le fera probablement sur ce Discord et on pourra comme ça être plusieurs à le lire, donc voilà. Deuxième livre que j'aimerais bien lire, c'est Sous les sabots des dieux, donc de Céline Chevet, qui est de la fantaisie inspirée de la Corée médiévale. Voilà. Je ne sais pas trop dans quelle mesure il y a de la magie, dans quelle mesure c'est juste ou pas. Je sais qu'on m'a dit en commentaire, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle l'avait lu et qu'elle vivait en Corée et que c'était pas hyper fidèle, qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas, mais comme je les ai, j'aimerais bien les lire. J'ai vu aussi des retours beaucoup plus positifs, mais peut-être de personnes qui ne connaissent pas très bien la Corée. Ça, parfois, quand on ne connaît pas, on ne se rend pas compte des incohérences. Donc, je vous dirai ça après l'avoir lu. En tout cas, ce que je peux noter et que vous noterez avec moi, c'est la beauté de cette couverture qui a l'air d'être réalisée à l'encre de Chine. Très, très belle. Donc, voilà, on en reparle très bientôt, je l'espère. Deuxième sous-catégorie, c'est anthropomorphisme bitlit, avec pour mots-clés métamorphose, animaux et tout ce qu'on peut imaginer dans cette sous-catégorie. Encore une fois, pour la je ne sais pas combienième fois, j'aimerais bien lire le premier volume de la duologie L'ours et la renarde de R. Onsedor, qui est de l'auto-édité. Je crois que l'autrice n'a plus l'intégrale de L'ours et la renarde. Je crois qu'elle a tout vendu récemment. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera à nouveau disponible. Mais je vous laisserai quand même aller voir son Instagram parce qu'elle est aussi illustratrice et c'est très chouette ce qu'elle propose. Bref, j'aimerais bien lire L'ours et la renarde, je pense qu'il est temps que je lise L'ours et la renarde parce que ça fait 1000 ans que je l'ai, que je ne me suis jamais lancée. Mais c'est pas l'envie qui manque, hein, c'est juste parce que c'est un gros bébé, mine de rien, il a pas l'air si gros mais il y a 800 pages quand même. Alors c'est un intégral, on s'entend, si je lis le premier volume sur 2, ce sera déjà pas mal. Mais j'aimerais bien le faire. Donc je ne sais pas très bien vous dire de quoi ça parle, si ce n'est qu'on suit des animaux anthropomorphisés a priori et que ça va parler d'esclavagisme, de fuite, ce genre de thématique. Je n'en sais pas plus. J'espère vous en reparler pour le bilan de cette vidéo. Deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est Persona, le tome 1 de Yelena. Pourquoi? Parce que je crois avoir compris que
la personnage principal, qui est donc une personne non binaire, il me semble, qui s'appelle Andrea, voilà, Andrea, a un pouvoir qui lui permet de prendre l'apparence de différentes personnes. Donc je pense que pour le côté métamorphose, ça peut fonctionner. De toute façon, la couverture laisse présager ça. Mais j'en ai vu de si bons retours et l'autrice a l'air tellement adorable que j'ai vraiment très envie de lire son livre. Comme quoi la personnalité des auteurices peut jouer et influencer notre envie de lire les livres. Parfois, on a juste envie de soutenir le travail de ces personnes. Donc bref, ici on est dans de la fantaisie d'inspiration latine, si je dis pas de bêtises, romaine, et on est dans un monde où la magie est très contrôlée et que quand certaines personnes ont un certain pouvoir, je me souviens plus des mots mais vous comprendrez l'idée, ils doivent servir l'empire ou je sais pas ceux qui gouvernent jusqu'à leurs 18 ans où ils doivent faire le choix soit de se dédier à ça et devenir une espèce de mercenaire et ne faire que ça, soit se marier, avoir une vie de famille et rentrer dans le rang, mais abandonner leur pouvoir. Et on suit Andrea là-dedans. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Le tome 2 est d'ores et déjà paru. En tout cas, n'hésitez pas à lire, découvrir et parler de cet ouvrage. Enfin, la dernière sous-catégorie, et c'est pas trop tôt parce que j'ai la gorge en feu, c'est Lac Enchanté avec pour mots-clés sirène, piraterie, eau et bateau. Et encore une fois, vous n'aurez aucune surprise si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, puisque je vais sortir 2 livres très attendus, à savoir la grosse intégrale de Steam Sailor que m'a offert Pénélope Daly S. Green, autrice française ou francophone à minima, publiée chez Gulfstream Editor, qui est une maison d'édition indépendante. Et ils ont sorti ce magnifique ouvrage intégral avec un préquel exclusif. Et Pénélope me l'a offert pour mon anniversaire. Je n'ai vu que de très chouettes retours sur Steam Sailors, que ça soit par Emily, que ça soit par Kim, que ce soit par Pénélope. Bref, ça me fait très envie. On est dans, a priori, je pense, de la piraterie dans les airs avec un bateau qui vole. Je ne sais pas trop, mais oui, bah oui, bon, je pense que... Voilà, je pense que tout est dit. Je sais pas de quoi ça parle. Honnêtement, je n'ai aucune idée de l'histoire. Mais je ne veux pas savoir, je veux juste y aller. Je voudrais bien lire idéalement le préquel et le premier volume en mai pour voilà, attaquer cette saga et enchaîner tranquillement puisque j'ai tout à portée de main et c'est génial. Enfin, le tout dernier livre de cette catégorie et de ce challenge, c'est le tome 1 de l'Empire d'écume de Andrea Stewart, qui est donc la fille aux éclats d'os, qui est un cadeau de la part de Cécilia, puisque pour l'anniversaire de Cécilia, je lui ai offert cet ouvrage, et elle me l'a offert en retour, ce qui était absolument adorable et très surprenant. J'ai laissé bien entendu son petit mot à l'intérieur. Je ne sais encore une fois pas de quoi ça parle, comme toujours, mais ce livre a aussi de très bons retours, et notamment par des personnes qui ne sont pas forcément de très grands adeptes de fantasy young adult. Je pense par exemple à Bookosaurus, en qui j'ai toute confiance en termes de goût et d'avis, parce qu'on a pas mal de goûts en commun, je pense. Bref, elle m'a dit que c'était super, donc ça m'a vraiment hypé et donné envie de le découvrir. Donc, ben, le fait est qu'une chose en entraînant une autre, il est dans ma palle et qu'on va le lire, l'attaquer début mai avec Cécilia, avec Emmeline, et il y a d'autres personnes, mais je ne sais plus... d'autres personnes du Discord. Donc j'ai très hâte. On est sur, parce que je vais quand même essayer de vous trouver les mots-clés, on est sur une île de l'Empire, où on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille lors d'un rituel souvent mortel. Donc ça c'est l'histoire de base. Sa fille Lynn a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais pleine de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os. Je ne sais plus pourquoi j'avais l'impression qu'on était dans l'eau, mais je crois qu'il y a une histoire de flotte, de piraterie, de bateau, quelque chose comme ça. On verra. Si je me suis trompée, bah c'est pas grave. Écoutez, tant pis, parce que de toute façon, je n'ai pas 15 000 livres avec des trucs autour de la flotte. C'est pas ce que je préfère. J'aurais peut-être pu trouver autre chose, mais auquel cas, je remplacerai... je mettrai peut-être le tome 2 de Pénélope Renditak, puisque ça peut fonctionner avec l'histoire de bateau et de flotte, mais on verra bien. Dans tous les cas, on est sur une île, donc... Voilà, ça marche, ça marche. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire qui est conséquente puisqu'on est quand même sur 12 sous-catégories, 24 livres. Je pourrais, objectivement, je pense que je suis capable de lire les 24 livres sur le mois, mais j'ai plein d'autres choses prévues, donc ça ne sera pas possible que je lise absolument tout, mais je vais essayer de faire au mieux pour en lire le plus possible et vous en reparler et vous faire une petite vidéo bilan début juin pour voir ce que j'aurais réussi à faire ou pas, ce que j'aurais réussi à lire, si j'ai lu d'autres choses à la place.
Nous verrons bien. Écoutez, ça n'est pas une palle totalement fermée. Je ne suis pas psychorigide des pales de challenge. Je le fais plus pour regarder ce que j'ai, brasser un peu tout ça et voilà, mais pas forcément pour la respecter à 100%. Sur ce, cette vidéo a duré bien trop longtemps, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge. N'hésitez pas à me donner votre pale en commentaire ou un bout de pale ou voilà, ce que ça vous inspire a priori ces catégories. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!